Donc, pourquoi parler des mares avec vous aujourd'hui? Donc on le sait, on est tous convaincus, je pense, ici, la rénovation énergétique, c'est vraiment un enjeu climatique, c'est un enjeu pour vos clients à plein de niveaux différents, et c'est un enjeu pour vous en termes de marché. On sait que, encore plus dans le contexte actuel, le sujet de la rénovation et le sujet de la rénovation énergétique, c'est vraiment un enjeu crucial pour les artisans aujourd'hui. Mais on sait aussi, vous avez l'habitude, pour vos clients, c'est un sujet qui est très complexe. La rénovation, c'est un sujet complexe au niveau technique, au niveau administratif, au niveau financier, et tout ça, c'est vraiment des freins à la rénovation. On sait que c'est pas évident pour eux, et on sait qu'on a deux leviers pour agir là-dessus. On a le levier de l'accès à l'information, et on a le levier aussi de l'accompagnement des clients. Ces deux leviers, pour y répondre, pour les mettre en œuvre, l'État, depuis l'année dernière, depuis début 2024, a créé un peu deux dispositifs phares. France Rénov, le service public, le cœur du réacteur du service public de la rénovation. C'est un peu le premier niveau d'information, la clé d'entrée dans le dispositif rénovation énergétique pour les clients. Et l'EMAR, donc ce nouveau métier, mon accompagnateur Rénov, qui est vraiment là pour faire de l'accompagnement individualisé de bout en bout pour les clients. Donc voilà, c'est vraiment les deux piliers du dispositif qui a été mis en place par l'État pour massifier cette question des rénovations énergétiques et notamment des rénovations d'ampleur, puisque l'EMAR, on parle de rénovation d'ampleur. Donc c'est des éléments essentiels, autant France Rénov que l'EMAR, dans ce nouveau dispositif-là. Alors, on est honnête, et on va tout de suite jeter un grand pavé dans la mare. On n'est pas dans un monde parfait. On a dès à présent, après un peu plus d'un an d'existence de ces deux dispositifs-là, on a déjà quelques dérives. On a des mares délinquants. On va aborder ce sujet-là. On a beaucoup d'inquiétudes parmi les artisans. C'est normal, c'est un dispositif qui vient un peu percuter vos habitudes. Ça peut être vu comme un élément qui vient ralentir les projets, ça peut être vu comme un élément qui vient complexifier le bouclage financier des projets. Nous, notre conviction vis-à-vis de tout ça, c'est que vous, artisans et les mares, en fait, vous partagez vraiment les mêmes objectifs. C'est ce que vous allez voir, les témoignages d'aujourd'hui vont vraiment dans ce sens-là. Vous partagez les mêmes objectifs. Et c'est vraiment notre intérêt en commun de travailler ensemble pour rendre ce dispositif-là le plus efficace possible et le plus vertueux possible. Donc nous, on a vraiment préparé ce webinaire dans cette optique-là, mieux se connaître pour mieux travailler ensemble pour que le dispositif au final soit plus efficace et que vous, comme les mares, vous vous y retrouviez. Donc voilà, c'est un peu la clé d'entrée de la présentation d'aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Justement, quand on parle de mieux se connaître qui sont les mares, et je vais pour cela laisser la parole donc à Yoann qui va nous parler de ça. Yoann, je t'en prie. Oui. Alors, je vais pas reprendre tout ce qui a été dit, simplement donc bien comprendre que ces dispositifs France Rénov et mon accompagnateur Rénov sont aujourd'hui portés par l'Agence nationale de l'habitat. C'est aussi un gros changement qui est en sous-marin qu'on ne voit pas trop puisque les dispositifs France Rénov étaient avant portés par l'ADEME. Et là aussi, en interne, on le voit pas, mais pour eux, c'est un petit peu compliqué de fédérer tout ça, de changer les habitudes entre les instructeurs locaux de l'ANA avec Solia, Urbanis, enfin les opérateurs, et puis l'ADEME qui a transféré une partie de la gestion de ce qui était avant les crédits d'impôt, devenu France Rénov, et ça change tous les 6 mois, 1 an, etc. Là, pour une fois, on a un peu de stabilité par rapport à l'année dernière. On s'en réjouit avec les inconvénients qu'il peut y avoir, certes, mais bon. Donc, on a France Rénov, les accompagnateurs Rénov agréés, et puis bien sûr la petite photo à côté. Je vous invite à aller découvrir cette bande dessinée faite par Occitanie, très sympa sur la réno. Donc il y a évidemment des artisans qui sont, c'est bien vous qui êtes au cœur de tout cela. Nous sommes là uniquement nous pour accompagner, c'est bien vous qui êtes au cœur de la mise en œuvre. Et puis bien sûr les particuliers. Qui sont les mares? Alors qui peut être mare? Qui sont admis à l'être?
Les espaces conseils France Rénov, ex-espace Info Énergie, hein, pour ceux à qui ça parle, qui existe depuis plus de 20 ans. Donc eux, ils sont légitimement, ils peuvent légitimement être MAR et ne pas oublier que l'agrément qui a été donné aux autres qu'on va voir un peu plus bas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de conseillers France Rénov ou conseillers Espace Info Énergie qu'ils ont décidé de entre guillemets, d'ouvrir ce service public, de se créer une sorte de délégation de service public à des personnes agréées. Hein. Les termes sont pas tout à fait justes, mais je pense qu'on se comprend. De là, on y retrouve aussi qui sont admis les collectivités territoriales, bien sûr, les opérateurs historiques, ne les oublions pas, Solia, Urbanis. On a des reproches à leur faire, faut pas oublier que ça fait plus de 70 ans qu'ils existent et qu'ils ont fait énormément de boulot pour tout ce qui est la précarité énergétique. Les bureaux d'études RGE, comme nous et Bâtir Positif, on ne faisait que des audits. Bon, naturellement, on part sur le MAR. Et puis les architectes qui ont, de manière très variable, certaines des compétences très exhaustives sur la rénovation. D'autres qui s'y mettent un petit peu en partenariat avec des auditeurs, etc. Et enfin, on a les sociétés de tiers financement. Je vais pas rentrer là-dedans. C'est un dispositif dont on a parlé de plus en plus. Ce sont des collectivités qui s'associent, qui montent des structures pour porter et l'accompagnement et le financement de la rénovation. Ensuite, voilà, typologie des acteurs engagés, grosso modo, on a 3 tiers. Donc 3 tiers de ça répartit les MAR, les accompagnateurs Rénov. Il y a 1 tiers qui sont les acteurs historiques, on va dire, c'est-à-dire les espaces conseils France Rénov et les opérateurs agréés. Donc je redis, hein, type Solia ou Urbanis. 1 tiers, ce sont des architectes et 1 tiers, ce sont des bureaux d'études RGE. Slide suivante. Alors il se trouve que les architectes, qu'on avait tout à l'heure en orange, qui sont pour 30% des accompagnateurs Rénov, ne représentent, si on regarde sur le 3e trimestre de l'année dernière, ne représentent que 5%. Alors aujourd'hui, les architectes, ils ont un agrément qui est assez facile à obtenir de par leur formation, mais ils ne font en général que les dossiers pour lesquels ils font aussi la maîtrise d'œuvre, à savoir donc conception et conduite de chantier, exécution. Voilà. Et le reste, on va dire que ça se partage entre effectivement les opérateurs historiques et on voit là 39%, 16% au premier trimestre, 25, 39%. Les opérateurs RGE sont de plus en plus nombreux. Slide suivante. Voilà. Donc il y en a qui ne peuvent pas être MAR. On va y revenir un peu plus tard, notamment je pense dans le temps de questions-réponses. Les entreprises exécutant les travaux ne peuvent pas être MAR. Après, on viendra après. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi ils ne peuvent pas l'être? Parce qu'il y a un devoir de neutralité. En rouge, je vous ai souligné quelques éléments qui sont issus du guide d'agrément, demande d'agrément. Les entreprises ne peuvent pas être MAR si elles exécutent les travaux, mais elles peuvent être en partenariat avec des sociétés qui en font. De type, en rouge, si vous lisez, souligné, de type charte ou document liant. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir de lien financier avec ces entreprises-là, mais ils peuvent avoir des chartes et des documents liants. Alors, je m'arrête là. Il y a un amendement qui est tombé hier, on en viendra dans le temps des questions-réponses, qui tend à durcir ce truc-là de manière à ce qu'il y ait un peu plus de neutralité. Les référencements, la question a été posée, où est-ce qu'on trouve des bons MAR? En fait, alors, on trouve des MAR, après bon, pas bon, ça c'est le bouche à oreille, on trouve des MAR sur la liste, sur l'annuaire France Rénov', où donc là vous avez tout le monde qui apparaît. Alors c'est pas comme pour les entreprises, les artisans RGE, c'est pas par zone, hein. C'est pas dans un rayon de 5 ou 10 km. Quand vous êtes MAR, si vous êtes référencé sur le département, que votre siège soit à Paris, Bordeaux, Lyon ou quoi que ce soit, vous apparaissez dans le désordre de manière aléatoire. Donc il y a des gens qui effectivement sur Lyon, je crois qu'il y a 200 MAR enregistrés ou référencés. Effectivement les gens, ils peuvent très bien trouver le MAR du coin à la 10e page, quoi. Voilà, c'est comme ça. Un MAR qui a un agrément peut intervenir sur l'ensemble du territoire national. Après, il est référencé localement, ça c'est autre chose. Mais moi, je ne suis référencé que sur la Haute-Loire, par exemple. J'ai le droit d'aller intervenir en Bretagne, si je veux. Voilà, c'est bon.
On a fini. Donc les différents acteurs, ne pas confondre. Qu'est-ce qu'un MAR et qu'est-ce que ce n'est pas? Ça, Habib et Thomas nous en parleront un peu mieux tout à l'heure. Mais un accompagnateur rénov, c'est une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre. Nous n'avons pas, normalement, d'assurance décennale. On préconise, on ne prescrit pas. Voilà, ça, vraiment cette notion-là, elle est très importante pour nous juridiquement et pour plein de choses. Donc, on ne peut pas faire de conception, on ne peut pas consulter les entreprises, on ne peut pas suivre les travaux, on ne peut pas contrôler le chantier. Contrôler des factures, oui, on ne peut pas contrôler le chantier. Voilà, à ne pas confondre donc avec un maître d'œuvre et puis un maître d'ouvrage qui est le client. Les tarifs, ça tourne grosso modo entre 2000 et 3005, 4000 euros TTC en fonction de la mission, de la qualité, des pratiques commerciales, des missions qui peuvent être inclus, qui ne sont pas normalement prévues en base. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Sur ces sommes qui tournent entre 2 et 4000 euros, il y a un remboursement qui est fait au ménage. Donc c'est bien, c'est un remboursement, c'est pas déduit de la facture, qui va de 400 à 2000 euros en fonction des 4 catégories de revenus. Mais ça, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Les ménages roses, les bleus, les verts, les jaunes, les violets et tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, mais c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Yoann. Donc, on va enchaîner maintenant sur les missions des MAR, parce que maintenant, on a bien regardé un petit peu qui étaient ces professionnels. Sur les grandes missions des MAR, donc je passe la parole à Thomas ou Habib. Allez, je vais commencer, merci. Donc, vous avez compris déjà que le MAR, ça se rapprochait finalement quand même d'un rôle que vous connaissez déjà, celui d'assistant maître d'ouvrage. S'il fallait retenir quelque chose pour être dans les très très grandes lignes, on va dire que c'est un petit peu des morceaux de ce rôle. C'est aussi un rôle qui s'inscrit, pour juste le rappeler, mais vous le savez, dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov parcours accompagné. Donc, quand les clients choisissent d'aller vers une rénovation d'ampleur qui permet de gagner plusieurs gestes dans leur classe énergétique. La mission du MAR, donc, elle a plusieurs volets que vous voyez là, technique, financier, social, administratif. Certains volets, donc comme le volet de l'audit, et ça répond à une des questions, peut effectivement être indépendant de la mission du MAR, sous-traité. Il peut parfois aussi être proposé au MAR d'utiliser un audit existant. C'est le cas si un client a acheté son bien et que le bien venait avec un audit. C'est un cas un peu particulier. Et là, la prise en charge de cet audit par le MAR va dépendre du MAR et de ses politiques ou de ses propres façons de travailler. Mais sur le registre technique, il doit d'abord effectivement aller se rendre sur place chez le client pour faire une visite de diagnostic du logement et définir un premier contexte qui est celui du parcours traditionnel ou d'un parcours plus renforcé. Et c'est là que va venir à cette occasion un volet social. Et donc l'accompagnement renforcé, c'est un accompagnement en soi déjà spécifique qui vient intégrer des notions comme celle de l'indécence ou de l'insalubrité du logement. On va pas rentrer dans le détail ici, mais c'est un élément qui vient dans les premiers temps du MAR. Ensuite, s'il a la mission complète, donc qui inclut l'audit, il va effectivement avoir à réaliser ce rapport qui a destination de pouvoir définir le projet et proposer aux clients plusieurs scénarios de travaux qui vont viser à remplir ses besoins et objectifs. Et une fois que cette première partie de la mission est faite, on rentre à proprement parler dans l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, il y a un soutien au client. Donc, comme Johan vous le disait auparavant, il va pas être à l'initiative de la consultation des entreprises et être en contact avec vous. Il va aider et accompagner le client à pouvoir convenablement prendre ses décisions sur quels intervenants choisir au final. Et donc, le MAR vient donner des conseils et donner toutes les bonnes pratiques de consultation avant de permettre de faire l'analyse des devis que le client aura récolté de son côté. Ça, c'est pour le volet technique. Donc, il a une analyse technique administrative de ces devis que vous allez envoyer à vos clients, dans le sens où ils doivent respecter des critères d'éligibilité aux aides et à d'autres grilles d'analyse, et élaborer pour le client un plan de financement. Une fois que tous ces devis ont été regroupés,
qui sont jugés conformes, être capable de dégager un plan de financement pour, avec les aides éligibles, donner au client l'information globale de la valeur de son chantier, du financement, du reste à charge, et lui donner la capacité à prendre toutes les décisions. Et puis en dernier lieu vient le moment de l'aider à faire son dépôt. Et là, c'est effectivement un soutien qu'on apporte sur toutes les démarches administratives, de générer les documents selon sa catégorie fiscale qui lui permettent d'aller déposer sur les différentes plateformes de l'ANA, qui sont MaPrimeRénov' ou Mon Projet ANA. Et là, c'est un accompagnement qui est aussi fourni par le MAR, donc administratif. Merci beaucoup, Thomas. Donc pour cette présentation des principales missions. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans l'interaction entre les artisans et les MAR. Et donc pour commencer, je vais laisser la parole à Habib qui va un petit peu resituer les choses. Merci. Donc oui, dans le processus traditionnel d'un projet simple, on va partir avec ce schéma-là pour se donner une petite vision des différents échanges et de ce qui se passe. Donc là, on partirait sur un projet qui ne va pas chercher des aides à la rénovation énergétique sur un parcours accompagné, donc une rénovation d'ampleur qui permet de débloquer des enveloppes conséquentes. Faut pas oublier que ce parcours-là, il a été mis en place pour justement simplifier, valider des enveloppes plus importantes que les dispositifs précédents pour encourager les projets à aller sur de la rénovation énergétique performante. Donc, on s'exclut de ces champs d'action-là. Et donc là, on a un client, le maître d'ouvrage, qui a un budget et qui va demander, il va faire part de ses besoins aux artisans, aux entreprises, qui vont lui faire un devis. Et ensuite, il y a un accord qui est fait et le chantier est lancé. Donc, schéma très traditionnel, simple comme tout. Et quand on va commencer à avoir besoin d'un parcours accompagné, donc faut pas oublier le parcours accompagné, c'est pour avoir une enveloppe financière complémentaire pour permettre d'avoir du budget pour faire des travaux qui vont permettre d'atteindre une certaine performance énergétique. Le maître d'ouvrage, donc le client, va se voir obligé dans le cadre de son montage de dossier d'aide de se faire accompagner par un MAR pour que les étapes soient validées au fur et à mesure de la progression de son projet. Donc, en introduction, on a eu les différentes missions, et donc la mission de visite, la mission d'explication du besoin et l'explication aussi de la situation du ménage, qui permet au MAR de valider si déjà le projet est faisable ou pas. Donc là, il y a une étape pour nous de caractérisation des capacités financières, des capacités de suivi d'un projet, d'un maître d'ouvrage. Donc ça, c'est sécurisant pour tous les acteurs qui viendraient derrière. Donc nous, on fait notre mission en amont, et ensuite, il y a toutes les étapes qui vont être des étapes d'ordre administratif. Une fois que l'audit énergétique sera faite, qui vont permettre de dire oui, on répond bien aux exigences de saut de classe que vous connaissez, qu'on détaillera peut-être pas aujourd'hui, mais qui vont permettre de débloquer les fameuses enveloppes d'aide par le biais de l'audit énergétique. Donc l'audit énergétique qui est transmise dans le cadre de la mission MAR, ou parfois, mais c'est des cas un peu plus marginaux que le client aurait déjà en sa possession, vont permettre de fixer en fait les éléments du cahier des charges du projet qui valide l'atteinte de la performance énergétique. Donc c'est sur la base de cet audit énergétique-là que le maître d'ouvrage il est censé faire aux artisans des demandes de devis, en disant je veux un R de 3,7 sur mon isolation par l'intérieur, je veux tel type de produit parce que c'est inscrit dans mon audit. Ça c'est super important parce que tous les devis qui vont revenir auprès du maître d'ouvrage et que nous on va devoir vérifier, s'ils sont incohérents avec les préconisations de l'audit, vont faire l'objet d'un blocage. Et c'est là en général où ça commence à faire déjà des petites étincelles ou des petites frictions. Le maître d'ouvrage, donc le client, nous soumet des devis que vous lui avez faits qui ne sont pas conformes aux préconisations de l'audit. Et nous, derrière, grand méchant qu'on est, on lui dit désolé monsieur, votre devis ne correspond pas aux préconisations de l'audit. Si on le dépose dans l'état, vous allez vous voir bloquer votre dossier d'aide. Et donc là, ça va bloquer au niveau du processus financier. Et là, c'est intéressant pour personne. Donc, on fait cette remontée d'informations au maître d'ouvrage qui revient vers vous souvent en vous disant « Mon MAR m'a dit que ton devis n'était pas bon, il va falloir me corriger telle et telle information. »
Donc ça, c'est très important dans la mise en œuvre de vos devis, que ce soit absolument conforme à l'audit. Et on verra après dans les bonnes pratiques de ne pas faire un devis sans avoir questionné le maître d'ouvrage sur ce qu'il attend sur la partie performance énergétique du moment que vous savez qu'il y a besoin de monter un dossier d'aide pour pouvoir financer le projet. Le risque derrière, c'est qu'au final, n'ayant pas d'aide, le client ne pourra pas arriver au bout de son projet et ça fasse tout capoter. Et ça, personne ne le veut. Il va être aussi important que les factures correspondent aussi à ces devis et qui, eux, correspondant à l'audit, valident bien en fait que toutes les étapes ont été vérifiées. Il y a des attestations qui sont fournies à ce moment-là. Donc nous, on fait une étape de relecture et on fournit une attestation. Donc on s'engage aussi sur la conformité du projet en lien avec la performance énergétique globale pour que derrière, on ait tous autant qu'on est un projet qui se fasse correctement et des paiements qui se fassent aussi correctement de la part de l'ANA pour que le maître d'ouvrage soit en capacité d'assumer pleinement et financièrement son projet. Merci beaucoup Habib. Je pense que ça repositionne bien effectivement le rôle de chacun. Donc, pour le coup, ce qu'on vous propose là, avant de passer à la phase de questions-réponses, c'était un petit peu d'aller sur, Habib l'a bien mentionné, sur des bonnes pratiques, sur des sujets qui sont récurrents un petit peu. Donc, et que vous avez pour une part communiqué en amont de ce webinaire. Donc on va aborder ces questions. Donc on a un sujet qui revient assez souvent. Hein, on parle de ce cas d'usage un petit peu, mais par exemple, je suis menuisier, mon client me contacte pour changer les fenêtres. Moi, je fais la visite, je me rends compte qu'en fait, le client, il pourra envisager des travaux beaucoup plus complets, donc accéder à cette enveloppe financière plus complète qui a été évoquée avant. Moi, si artisan, je parle du dispositif MAR rénovation d'ampleur, mon client, je vais peut-être le perdre, je vais peut-être perdre le marché. Ça, c'est une question qui revient très souvent quand on parle des MAR. Donc, je propose à Habib et Thomas d'y répondre, puisqu'en fait, on voit que c'est pas vraiment la réalité des choses. Je veux bien y répondre. En effet, quand vous êtes artisan, entreprise, et qu'on vous appelle pour répondre à une demande ponctuelle, il arrive que vous puissiez, par votre expérience, votre expertise, vos connaissances globales, capter qu'il y a un besoin en fait qui va être un peu plus important que ce pourquoi le client vous a appelé. Pardon. Et donc, à ce moment-là, dans l'esprit de beaucoup d'entre vous, et c'est complètement justifié, ça peut évoquer le fait de se dire, si jamais j'en parle à mon client, potentiellement, je vais ralentir mon projet, là où je pourrais faire juste mes travaux et m'en aller, intégrer d'autres intervenants, et en l'occurrence, les MAR, les auditeurs, les autres entreprises, et derrière, quelque chose qui pourrait aussi passer à la trappe avec comme c'est beaucoup aussi évoqué, des MAR qui pourraient refuser ou orienter vers d'autres entreprises. Ça, c'est une croyance aujourd'hui qui n'est pas forcément justifiée dans les pratiques et dans les retours d'expérience. Souvent, commercialement, un client va apprécier que vous puissiez lui ouvrir les yeux sur la possibilité de faire une rénovation d'ampleur et d'avoir du financement. Deuxième intérêt pour l'interlocuteur qui aurait ce genre de discours, c'est aussi d'un point de vue commercial et éthique, d'aller vraiment sur une rénovation beaucoup plus pertinente qui derrière montrerait tout le sérieux de l'entreprise et aussi potentiellement aussi de récupérer des fonds supplémentaires par le biais des aides pour pouvoir financer le projet de manière plus globale. Donc là-dessus, plutôt un fantasme, ça peut se passer dans des projets de manière locaux, mais si on a une vision globale et éthique et qu'on a envie de faire du vrai conseil et des vrais beaux projets, en général, il ne faut pas se priver de proposer aux clients d'aller sur un parcours accompagné si vous captez le besoin. Merci beaucoup Habib. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'était bien d'en parler parce que c'est quand même un point qui revient de façon assez récurrente. Deuxième point aussi qu'on a assez souvent, on est sur la question de l'aide à la sélection des artisans qui vont travailler sur un projet de rénovation d'ampleur. Vous l'avez bien compris, hein, dans le dispositif, les MAR sont pas prescripteurs, ils vont pas dire à leurs clients vous travaillez plutôt avec tel artisan que tel autre. Et justement, ça c'est
une rupture complète de neutralité. On va revenir sur celui-là un peu plus tard. Mais là, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est justement, de façon très objective, et ça fait partie du cœur de la mission des MAR, comment est-ce que, enfin, sur quels éléments les MAR vont se baser, quelle va être leur clé de lecture pour accompagner les clients à choisir l'artisan en fonction des devis qu'il aura reçus. Donc là, je vais laisser la parole à Johan pour évoquer ce sujet. Alors, les missions du MAR, rappelons-le encore une fois, c'est de l'accompagnement. Donc, c'est pas un retour de consultation comme pourrait le faire un maître d'œuvre, etc. C'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour nous, hein, pour être très clair. Mais voilà, on en est là. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est une analyse administrative et technique du devis pour que ce soit conforme à ce qui a été mis dans l'audit et aux exigences des instructeurs, enfin de l'ANA, etc. Voilà, ça va être ça notre boulot. On va pas être dans la négociation, etc., etc. Quand on aura fait des préconisations, hein, on parle bien encore une fois de préconisation et pas de prescription. Quand on aura fait des préconisations sur nos audits, on va donc vérifier que techniquement, ce qui a été chiffré par l'artisan, il correspond bien. Deux cas de figure derrière. Soit l'artisan décide de chiffrer quelque chose de différent de l'audit, enfin voilà, s'il y a une différence, eh ben, il va y avoir deux possibilités. Soit c'est l'artisan qui met à jour son audit pour que ça colle à la fin, son devis pour que ça colle vraiment à l'audit. Soit c'est nous, bureau d'études, MAR, qui mettons à jour notre audit en disant, voilà, l'artisan est allé sur place, il a fait une proposition qui est pertinente au regard de choses que nous n'avons pas vues forcément, et suite aux échanges que vous avez eus avec votre client. Donc, nous mettons à jour notre audit. C'est l'un ou l'autre. Il faut juste qu'à un moment donné, les deux correspondent. Donc, on va vous faire des retours sur ce qui ne va pas ensemble. Concernant la partie administrative, vous avez des documents qui sont très bien faits. Le guide de l'ANA sur les bonnes pratiques et la CAPEB. Je pense que ce document sera peut-être remis en pièce jointe ou par mail, hein, qui sont des documents qui vous aident à mettre les petites virgules là où ça va bien, hein, pour résumer. Et puis ça s'arrête à peu près là, notre analyse. Sur les tarifs, on se prononce très rarement. Si c'est vraiment déconnant, là on va dire et puis là on appellera peut-être même directement l'artisan, parce qu'on n'a pas à faire normalement, mais là on dira écoute, là t'es un peu fort, mais on va pas te mettre en discrédit vis-à-vis du client, mais là on s'est mal compris, ou qu'est-ce que tu as chiffré qui fait qu'il y a un tel écart avec ce que nous on avait envisagé. Ça va s'arrêter là. Et puis, sinon, il faut juste rappeler encore une fois que nous n'avons pas à avoir de contact direct avec le client, avec l'artisan, pour deux raisons. On se mettrait, nous, en risque de requalification en maîtrise d'œuvre, pardon. Ça veut dire que devant un juge, on pourrait être co-responsable en cas de problème. Et puis, il y a un risque de tordre la concurrence dans l'affaire. Si on a l'un de vous au téléphone et qu'on vous donne des informations dans l'échange, et puis que votre confrère n'a pas la même information, voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Écoute, on verra dans les questions-réponses. Hein, mais... Exactement, c'est parfait, Johan. Merci beaucoup. Ouais. Donc on a un autre sujet, alors aussi qui est vraiment très très récurrent, c'est la question de la neutralité. Hein. Vous l'avez vu, on l'a évoqué à plusieurs reprises. On a déjà un dispositif où on a des MAR délinquants. Bon, on est habitué à ça, hein. Avec les aides publiques, forcément, on a un peu les rapaces qui tournent autour de ces aides-là. Donc, le MAR a pas échappé à cette réaction de l'écosystème. Et on a un certain nombre de déviances. Typiquement, un petit peu le cas d'usage qu'on partage ici, hein, un chef d'entreprise, quitte ses fonctions de gérant, mais quelqu'un de sa famille ou autre en tant que gérant de son ancienne boîte de travaux, et lui va se mettre en tant que MAR. Une fois qu'il est MAR, il redirige systématiquement tout ce qu'il peut vers son entreprise à lui. Donc on voit que là on a un bouclage un petit peu direct, ce qui est compliqué, hein, puisque pour le coup c'est pas du tout, vous l'avez compris, l'idée d'accompagnement des MAR, et qu'en plus, pour vous qui êtes extérieur à ça, c'est un marché auquel vous pouvez pas accéder. Donc là, je vais proposer à Thomas et à Habib de dire un petit peu ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Je prends Habib. Allez.
Ouais. Oui, bah, vous avez raison hein, d'insister sur ce point et puis d'admettre que bah voilà, c'est un nouveau système. Il peut y avoir, comme vous dites, des déviances ou des situations abusives ou en tout cas opportunistes. Et l'ANA, en fait, en a très bien conscience. Et la réglementation, d'ailleurs, c'est encore confirmé dans ce sens, c'est-à-dire que un MAR qui a des pratiques du coup qui sont illégales, puisque cette façon d'être dépendant avec la réalisation des travaux est illégale, en fait risquerait quoi de perdre l'agrément tout simplement, donc de ne plus pouvoir exercer en tant que MAR. Donc le risque que prend cette entreprise qui veut jouer à ça, c'est celui-là. Et comment ça se pourrait se passer? Bon, bien sûr, il y a un principe de signalement qui est possible vers l'ANA sur des pratiques qui sembleraient suspectes ou abusives, qui viendraient pouvoir. Alors, on n'a pas de retour, on n'a pas de chiffres, on n'a pas encore de quoi vous donner. C'est quand même récent, à la fois le dispositif et les précautions, le contrôle qui est mis ensuite, mais c'est possible et c'est le risque que prendrait cet entrepreneur, sachant que la démarche pour devenir MAR, on n'en a pas parlé, mais c'est une démarche qui est très lourde, fastidieuse. Vous connaissez les RGE, on va dire que c'est aussi lourd et fastidieux que lancer des RGE, lourdes de manière documentaire, longues avant d'obtenir l'agrément, et tout ça, ça aurait été pour rien à jouer à ce genre de pratique. Merci Thomas. Alors, juste pour compléter aussi, hein, Thomas, vous parlez de signalement à l'ANA, ça peut être aussi des signalements aux espaces Conseil France Rénov', hein, vous avez certainement tous identifié dans vos territoires. Donc de façon très pragmatique, hein, vous pouvez échanger avec eux et à minima, voilà, leur signaler qu'il vous semble qu'il y a une situation un peu abusive. Ce sera confirmé ou pas, hein, derrière il y a des enquêtes, etc. Mais en tout cas, ça peut être une première. C'est un petit peu lanceur d'alerte hein, dans des cas comme ça. Merci Thomas. Et dernier sujet donc aussi récurrent qu'on voulait évoquer avec vous, la question de la trésorerie. Effectivement. Alors voilà, juste pour replacer le sujet, effectivement, on a des clients qui n'ont pas les finances clairement pour financer l'intégralité des travaux. Et dans certains cas de figure, on a effectivement des subventions qui mettent du temps à arriver chez le client. La situation, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que vous, finalement, vous vous retrouvez à avancer les fonds. Et c'est votre trésorerie qui est mise à mal. Donc, comment les MAR peuvent contribuer à éviter ce type de situation? Je propose à Johan de vous expliquer un petit peu comment ils peuvent intervenir à ce niveau-là. Ouais. Alors, la finalité, hein, c'est que j'ai pas des très très bonnes nouvelles. J'en suis vraiment navré. Il y a des outils pour qu'on essaie d'arranger les choses, mais la réalité, c'est qu'on a quand même des délais de paiement des primes qui sont très longs. On va pas se le cacher, c'est la vraie vérité. Alors, grosso modo, nous, quand on a un ménage qui va recevoir, alors quand on lui fait un audit, on va déjà faire une espèce de budget prévisionnel. On n'est pas économiste, c'est l'observation du marché. Donc ça permet déjà de voir où on met un petit peu les pieds avec le ménage, et pas qu'il aille faire des demandes de devis sur des choses qui pourra jamais se payer, pour être clair. Première chose. Deuxième chose, quand on a les retours de vos devis, on va constituer à ce moment-là un plan de financement. Donc la somme des différents coûts de travaux. Alors pour la partie éligible, hein, c'est-à-dire que s'il veut demander en plus la réfection d'une cuisine ou autre, du plan de travail, tout ça, on l'analyse pas. Mais bref, donc on va faire la liste des travaux qui sont éligibles. On va calculer les aides en face par rapport à ce que nous aura dit l'audit, etc. Et on va donc avoir un reste à charge. On va dire déjà voilà, est-ce que déjà vous êtes capable de financer ce reste à charge, oui ou non? Mais ce n'est qu'une première étape. Parce que justement, il y a tout ce délai de paiement, donc toute cette trésorerie à avancer. Donc là, nous, on n'a pas le droit, évidemment, d'aller regarder sur ces comptes, les comptes des ménages, ce qu'ils ont, et si grand-papa ou grand-maman va aider pour les travaux, ça, on n'a pas le droit. Par contre, on va les alerter. Attention, soyez vigilants. La trésorerie peut être un souci. Et quand vous allez finir les travaux, l'artisan, quand il vous a envoyé sa facture finale, qui représente parfois 70% du montant, voire 100% du montant des travaux, il va falloir le payer dans les 30 jours, pardon, 45. C'est des vieux réflexes. Il va falloir le payer dans les 30 jours. Il ne veut pas attendre des délais qui sont, oui, de 3, parfois 4, parfois 5 mois.
de paiement. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. J'en suis navré. Donc, on essaie de les alerter là-dessus. Alors, les moyens de financement, on a des banques, des systèmes bancaires, entre autres. Hein. On a donc l'éco-prêt à taux zéro. Retenez bien ça, éco-prêt à taux zéro. Performance globale. Le éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRénov', qu'ils ont sorti là, vous l'écartez. Tant qu'il existe l'autre, là, l'ancien, donc le performance globale, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Parce que celui-ci, c'est celui qui vous permet de préfinancer vos aides, vos subventions. Alors que l'autre, non. Ça mériterait un webinaire complet, celui-ci. Ensuite, vous avez des avances de subventions. Il y a certains organismes bancaires, je ne vais pas forcément faire la publicité, la CAPEB vous dira ce qu'elle veut dire derrière, mais il y a certains organismes bancaires qui ont des prêts spécifiques à 0% pendant un an d'avance sur la rénovation. Et puis vous avez d'autres choses qui vont arriver, la banque de la rénovation, etc. Donc c'est un vrai sujet, on fait au mieux pour alerter les ménages, et c'est clairement difficile pour vous, on en est conscient. Merci beaucoup, Johan, pour ces précisions. Effectivement, voilà, tout n'est pas parfait, mais voilà, en tout cas, on a quand même, on voit que vous pouvez intervenir quand même dans une certaine mesure à ce niveau-là, et puis que les choses se mettent en place petit à petit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les sujets qu'on voulait partager avec vous parce qu'ils nous remontent souvent. Je vais passer la main donc à Olivier. A priori, un certain nombre de questions ont été posées, enfin beaucoup de questions, c'est intéressant, ont été posées dans le chat. On vous y a répondu directement. Je vais laisser passer la main donc à Olivier qui va faire un petit récapitulatif de ce qui a été abordé dans le chat. Oui, merci. Oui, il y a eu pas mal d'échanges en direct sur le chat avec nos intervenants. Merci. Je reprends rapidement les questions et je laisse les intervenants préciser si besoin. Bon, la question comment est-ce que je fais pour trouver un MAR fiable, a trouvé une réponse. Quel est le délai d'intervention entre la première visite du MAR et le démarrage effectif du chantier? Alors c'est peut-être un peu dur de répondre, hein, mais là-dessus, il me semble pas que vous ayez amené des éléments. Oui, on peut. Il faut se souvenir des missions du MAR. Donc, s'il y a l'audit à faire, il faut se rendre sur place et ensuite étudier le projet et générer un rapport d'audit. On va dire que là déjà se passe quelques semaines, dépendant des bureaux d'études ou des architectes qui démarrent, en tout cas, qui vont faire cet audit. Ensuite, il y a le lancement des consultations par les clients. Et là, voilà, le temps également va passer. On va dire que c'est un petit peu plus du côté du client à vous faire venir, que vous fassiez vos devis. Ensuite, il y a ce temps d'analyse des devis. Et là, pareil, ça va dépendre des pratiques des bureaux d'études. Nous, on les fait effectivement à réception. On essaye au maximum de les faire à réception de vos devis. Avec une petite plateforme là qu'on a collaborative avec nos clients pour pouvoir être réactif, mais s'il y a beaucoup de corrections, il va falloir ensuite faire un petit jeu d'aller-retour de devis, sachant que parfois on rencontre des artisans qui n'ont pas nécessairement le temps de se poser tous les soirs à refaire un devis, à recorriger le R qui était pas tout à fait juste. Donc ce petit jeu là, c'est difficile de vous dire une estimation. On va dire que de notre côté, peut-être que Johan pourra aussi donner la sienne. Allez, c'est des temps qui peuvent varier de 1 à 2 mois. Voilà, 1 à 2 mois comme ça, de construire les devis, être sûr que ce sont les bons, les analyser, être sûr qu'ils sont conformes, grosso modo. Je sais pas, Johan, si tu as aussi à peu près ce genre de... Ouais. Et puis après, une fois que tout ça s'est réuni, il s'agit du coup de générer les documents, prévoir ce temps d'échange avec le client pour faire le dépôt sur la plateforme. Là, ça dépend encore un petit peu du client et de son aisance avec Internet, mais on va dire que sous 2 semaines, ça peut être fait. Donc, allez, une sorte de délai global moyen qui peut varier de 2 à 3 mois à peut-être 4 mois, quelque chose comme ça sur la démarche du premier contact du client avec son art au dépôt. Et puis, à partir du dépôt, là, malheureusement, on n'a pas trop de délai vraiment fiable à vous donner. Johan en a parlé un petit peu. En plus, ça va varier du traitement qui est différent selon les catégories de revenus des ménages, qui va être fait localement ou nationalement. Donc là, ça peut aussi bien, je sais pas pour toi, Johan, mais nous, par exemple, cet hiver, ça allait très vite. Sous 1 mois, on avait des retours de dossiers instruits sous 1 mois. En ce moment, pour ce qui est de la métropole de Lyon, ils nous donnent 5 à 6 mois de traitement.
Donc, vous voyez finalement le délai de la mission du MAR par rapport à parfois le délai ensuite de traitement d'instruction, il est finalement pas la vraie problématique. Mais voilà, pour quelques éléments. C'est pas très précis. Je vais juste, pour compléter ce que tu viens de dire, Thomas, il y a un point qui est important. Les ménages ont le droit d'attaquer les travaux à partir du moment où les dossiers sont déposés. C'est un droit. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils auront les aides attendues. Donc nous, on fait un calcul qui s'appuie sur la réglementation, sur notre interprétation des textes, et Dieu sait que les interprétations, il y en a autant qu'il y a de MAR en France, je pense, ou presque, parce que c'est de l'usine à gaz. Mais donc, on invite systématiquement nos clients à n'engager que les dépenses qu'ils pourront financer quoi qu'il arrive. On a des ménages supérieurs ou intermédiaires qui, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau, les aides. Hein. Et puis, s'ils ont les aides, tant mieux, ils pourront s'acheter d'autres choses. Mais voilà. Et on a des ménages modestes et très modestes. Sans ça, c'est même pas la peine. Donc, on invite quand même à attendre ces délais d'instruction qui sont globalement au national d'environ 1 mois et donc au national pour les intermédiaires et supérieurs et pour les ménages modestes et très modestes qui sont en moyenne de 4 mois. Voilà. Et ça dépend des départements, mais voilà, ça va de 2 à 6 mois, comme disait Thomas à l'instant, ou Habib, je sais plus. Merci beaucoup pour ces retours. Alors pour le coup, on vérifiera bien qu'il n'y ait pas de questions qui soient passées entre les mailles du filet. Si c'était le cas, on répondra à ces questions dans le mail qu'on vous enverra après le webinaire. On va passer à la conclusion pour essayer de tenir les temps qu'on s'était dit. Donc, je repasse la parole, Olivier. Oui, merci Nicolas. Écoutez, merci pour votre participation à tous et toutes ces questions. Rappel effectivement que les CAPEB départementales, régionales, pour vous aider. Il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place. Alors là, je vous parle du GME 3 clics, vous avez dû en entendre parler, mais c'est là pour vous aider à pouvoir répondre en groupement non solidaire, momentané à ce type de chantier, pour pas éviter de vous faire prendre des affaires par des opérateurs un peu plus gros de réseau et pour retrouver dans des positions de sous-traitance. On est là pour vous accompagner dans vos parcours de qualification RGE, même si c'est pas toujours simple. Voilà, comptez sur nous pour vous aider et puis pour continuer à essayer de simplifier ces parcours-là. On a un rôle aussi d'information plus général dans le cadre du programme Oscar. Bon, pour ceux qui ont pu s'inscrire dedans, en tout cas, vos CAPEB sont là aussi pour vous donner les documents bien à jour, les différents guides qui vous permettent d'avoir les bonnes informations. On peut vous appuyer, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions de ce côté-là, sur la fiscalité, etc., les bonnes mentions, c'est souvent des petits soucis de ce côté-là, sur comment bien réaliser les devis, les factures, si vous voulez devenir mandataire éventuellement, administratif ou financier, on peut aussi vous amener de l'information, des partenaires. On peut, sur les MAR, effectivement, on peut aussi vous conseiller, vous faire connaître auprès des espaces France Rénov', vous proposer des partenariats, notamment je pense avec EDF et sa filiale Domofinance sur des solutions de financement pour vos clients, ce qui peut être des freins. On peut vous proposer de l'appui administratif et pour finir, comptez également sur nous pour maintenir le dialogue avec les services de l'État, pour voir comment le dispositif vit. Alors en ce moment c'est un peu compliqué puisqu'il y a pas mal de choses qui sont bloquées. Comment le simplifier, l'améliorer avec vos retours de terrain et comment aussi lutter contre l'éco-délinquance, les MAR indélicats, les faux artisans qui font n'importe quoi. Tout ça aussi, bien nous signaler que nous on puisse renvoyer ces informations-là à l'ANA ou aux espaces France Rénov' afin d'assainir vraiment le marché de la rénovation. Voilà, merci encore à tous pour la participation. Merci encore une fois à nos intervenants pour toutes les réponses qu'ils ont pu vous apporter.